matinale d'info de Public Sénat, cette année, c'est le journal des territoires à 7h30. Puis à 8h après la météo, territoire d'info et l'invité politique. Et enfin, troisième partie. Territoire Sénat, votre tout nouveau rendez-vous sur l'actualité politique et parlementaire tous les matins, 8h30 sur Public Sénat. Analyse, débat, décryptage du travail sénatorial en séance et en commission, sans oublier la séance de questions d'actualité au gouvernement, une fois par semaine et en exclusivité sur l'antenne de Public Sénat. Chaque lundi, un responsable politique viendra répondre aux questions de nos journalistes et de 2 parlementaires. Rendez-vous donc pour audition publique. Depuis 10 ans, nous mettons à nu les ressorts de la communication et des discours politiques. Cette année, nous allons en même temps parler de leur résonance sur les réseaux sociaux et vous verrez que dans hashtag, ce en même temps n'a rien d'acrobatique. Bonjour, je suis Kadi Adoumdouas et je vous donne rendez-vous dès la rentrée dans un tout nouveau magazine, le magazine de l'emploi. Alors je vous dis à très bientôt sur Public Sénat. Dans Livrez-vous, la littérature s'adresse à tout le monde. Écrivains, essayistes, personnalités politiques et artistes, tous ont la parole pour nous aider à penser notre époque à travers les livres. Je vous retrouve chaque week-end pour Un Monde en Doc, votre rendez-vous débat autour d'un documentaire. Salut, c'est Hugo. Salut, c'est Jean. Question au sénateur, c'est une nouvelle émission. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une nouvelle émission où les citoyens vont poser directement leurs questions aux sénateurs qui vont y répondre et en direct. Et du coup, ça se passe quand? Ce sera tous les mercredis en fin d'après-midi. Et c'est parti pour une nouvelle saison d'On va plus loin sur Public Sénat. Du lundi au jeudi en direct de 18h30 à 19h30 pour l'entretien du jour, le match des idées et le grand débat. On reste au cœur du débat sur Public Sénat. Seulement 50%, donc les deux sont arrivés à leur objectif, c'est-à-dire installer une sorte de nouvelle bipolarité qui est quand même teintée d'une forte nuance verte, on y reviendra plus tard. Hubert Coudurier, ça implique quoi pour Marine Le Pen maintenant? Elle s'est repositionnée dans le paysage politique de manière définitive, enfin on va dire jusqu'au présidentiel prochaine. Elle est installée dans le paysage politique de façon définitive. Elle a peut-être à cette occasion lavé l'humiliation du débat de la présidentielle où elle avait été assez médiocre. Et elle en a fait un peu trop hier soir en appelant le chef de l'État à la démission. La question qu'on peut se poser pour prolonger la réflexion de Pascal, c'est que dans le fond, le chef de l'État avait-il besoin de lancer un tel défi, d'annoncer qu'il serait devant la liste du Rassemblement national? Et de s'exposer autant. Et de s'exposer autant, alors qu'on le voit bien aujourd'hui, c'est quand même un succès relatif de l'Europe, parce que la poussée des nationalistes ne va pas bouleverser l'échiquier européen. Et si on ajoute les forces pro-européennes en France, il n'y a pas péril en la demeure. Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron avaient enjambé les européennes. Nicolas Sarkozy avait dit que cela n'avait pas d'importance. François Mitterrand s'était déclaré vainqueur des européennes en additionnant les différents partis. Alors, pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien, je crois que la réponse, elle est dans ce que vient de dire Pascal, cette nouvelle bipolarité qui est confirmée par ce scrutin. 2 ans après l'élection présidentielle, et alors qu'il y a eu les Gilets jaunes, la démission de Nicolas Hulot, de Gérard Collomb, en passant par l'affaire Benalla, eh bien, on peut dire que le nouveau monde résiste et écrase finalement les vieux partis. Alors, ça explique peut-être l'échec des Républicains, on y reviendra plus tard. Ça explique aussi sans doute l'échec à gauche, relatif, mais tout de même, bien que si on additionne les voix de gauche, Pascal Jalabert, ça ne va pas si mal. Alors ça ne va pas si mal si on prend quand même les voix des écologistes, parce que
qui sont la grande surprise de cette élection, avec, je rappelle le score, 13,47%. Oui, 13,46%. Je rappelle que 47. Daniel Cohn-Bendit, il y a 10 ans, avait fait quand même 16%. C'est ce qu'on retrouve, ce que Yannick Jadot aurait fait s'il n'y avait pas eu, là aussi, quelques petites concurrences. Donc, en effet, poussée écologiste. En Allemagne, c'est peut-être pareil en France, 34% de l'électorat de moins de 35 ans a voté écologiste. Donc là, il y a quand même une lame. Alors après, le problème des écologistes, c'est qu'ils n'ont jamais réussi à transformer leurs bons résultats aux européennes parce qu'ils n'aiment pas les scrutins au suffrage indirect, parce que localement... Mais c'est traditionnel que les écologistes voilà, fassent c'est une tradition. Voilà. C'est une tradition. La différence, c'est que là, à gauche, ils sont seuls dans le vide. Et là, ça change quand même un peu la donne. Alors... Et la question, c'est effectivement de savoir si la gauche peut se recomposer autour des écologistes ou si ça sera un feu d'artifice sans lendemain. Mais il y a quand même ce contexte aujourd'hui de la progression des thèses écologistes dans l'opinion et singulièrement chez les jeunes. Et dans les programmes des candidats, quels qu'ils soient, et quelle que soit l'élection, il faudra verdir. Et l'écologie ne va pas pouvoir rester annexe. Là, l'électeur sanctionnera si dans les programmes, il n'y a pas la dose d'écologie qu'il faut. Et on voit quand même qu'Emmanuel Macron... Le score du Rassemblement national, qui est le grand vainqueur de cette élection, 23,31%, va se rendre hier soir à son QG, où c'était évidemment une ambiance de victoire. Jonathan Duprier y était pour Public Sénat. On regarde ensemble, on se retrouve après. 20h, les militants exultent. Paris gagné pour le Rassemblement national, avec Jordan Bardella, 23 ans. Le parti d'extrême droite arrive en tête du scrutin européen devant La République En Marche. Ça acte le fait qu'il y a aujourd'hui deux grands blocs qui structurent la vie politique française. Un bloc emmené par Emmanuel Macron, qui a réuni le pire de la droite et le pire de la gauche, et un bloc que nous conduisons, qui a vocation à rassembler tous les amoureux de la France. Pour Marine Le Pen, battue à l'élection présidentielle, c'est une victoire au goût de revanche. Compte tenu du désaveu démocratique que le pouvoir subit ce soir, il appartiendra au président de la République d'en tirer les conséquences. Il n'a d'autre choix, selon moi, au minimum, que de dissoudre l'Assemblée nationale en faisant le choix d'un mode de scrutin plus démocratique et enfin représentatif de l'opinion réelle du pays. Mais à mesure des dépouillements, l'écart avec La République En Marche se resserre. L'état-major du RN tablait sur 2 à 3 points d'avance. Le RN ne devance finalement En Marche que d'une courte tête. Mais même un point d'écart, s'il est battu, voilà. Bon, maintenant, après, les turiféraires de La République En Marche diront que l'écart n'est pas très grand. Bon, chacun dira ce qu'il voudra, c'est bien en démocratie, mais la réalité est qu'il est battu. Le RN devient ainsi le premier parti de France au Parlement européen, mais le plus dur reste à venir, constituer un groupe avec les autres formations nationalistes et eurosceptiques. Pascal Jalabert, ils vont pouvoir peser réellement sur le Parlement européen avec cette nouvelle donne, ce score? Non, je ne crois pas. En revanche, ils vont obliger les autres partis. Là, il n'y aura pas une coalition à deux, comme on l'a depuis quasiment 40 ans au Parlement européen. C'est les sociodémocrates et les conservateurs. Là, il va falloir discuter avec les écologistes et avec les centristes, parce que c'est eux qui, au niveau européen, gagnent le plus de députés. Je crois que c'est une 60aine. Donc, Emmanuel Macron, s'il avait été premier, là, il aurait pu peser très très lourd au Parlement. Il va compter, mais il ne peut pas quand même trop en imposer parce qu'il est deuxième. On y revient avec Hubert Coudurier. Après La République En Marche, donc au QG hier soir, on limite la casse. On l'a vu. Nathalie Loiseau parle de solidité des résultats et surtout de la majorité présidentielle qui est préservée. On écoute. Marie Brémaud et Flora Sauvage étaient hier soir au QG de La République En Marche. On a décidé à La République En Marche de voir le verre à moitié plein. Malgré une deuxième position juste derrière le Rassemblement national, le discours de la tête de liste se veut clairement optimiste, comme un air de revanche face aux pronostics annoncés les plus sombres. Avec ce résultat, 2 ans après la présidentielle, après 6 mois d'une crise sociale sérieuse, et à l'issue d'une campagne où tous avaient fait d'elle leur cible, la majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Ministre après ministre, les éléments de langage se répètent. Ces résultats aux élections européennes confortent l'action gouvernementale.
On aurait pu dire que l'élection d'Emmanuel Macron était un épiphénomène. Eh bien non, c'est une réalité politique aujourd'hui. La République En Marche est installée dans le paysage politique français, elle se consolide et elle a donc la légitimité nécessaire pour poursuivre la transformation du pays. La reconstruction politique est en marche. Les Républicains et les socialistes sont bien loin derrière, ce qui semble redonner un second souffle à la majorité présidentielle. On y va, on se trousse les manches et au travail, il n'y a pas de temps mort, on enchaîne dès demain matin. Enchaîner rapidement pour réussir l'acte 2 du quinquennat. Alors, Hubert Couillard, il y a un second souffle pour la République Alors, En Marche second souffle, et pour Emmanuel Macron. C'est peut-être un peu exagéré. On voit d'ailleurs avec la percée des écologistes que la tentative du chef de l'État, qui est quand même venu largement en soutien de Nathalie Loiseau, qui avait du mal à imprimer, du moins dans les médias, on voit quand même que ce verdissement du programme en fin de course n'a pas effacé le mauvais effet qu'avait constitué la démission de Nicolas Hulot. Je pense que le problème, si vous voulez, du président de la République, c'est que la thématique, moi, où le chaos fonctionne encore, mais il est en position défensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se demande quel est son cap, quelles vont être les réformes qu'il va pouvoir mettre en œuvre. Il a quand même beaucoup lâché aux Gilets jaunes. La crise semble terminée ou mise entre parenthèses. Mais parler d'un second souffle me semble un peu prématuré. On va voir s'il y a remaniement ou pas, s'il y a changement de Premier ministre ou pas. C'est peu probable dans la mesure où il ne voudrait pas accréditer l'idée d'un échec, mais on ne peut pas dire non plus qu'il soit clairement à l'offensive. Il y a une marche inexorable du Rassemblement national. Alors, on parle déjà de politique intérieure, de possible remaniement ou non, etc. On oublie que ça va peut-être, pas sûr, modifier les équilibres au niveau européen. À quoi va ressembler le futur Parlement européen? Un sujet de Michael Spitzberg. On regarde ça ensemble. Le nouveau visage du Parlement européen dessine une nouvelle Europe, plus morcelée que jamais. Premier enseignement, le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates enregistrent une baisse historique et un recul de près de 40 sièges chacun. Pour la première fois depuis 1979, ils perdent leur majorité qui leur permettait de gouverner l'Europe. Un recul des partis historiques qui profitent principalement à l'extrême droite, qui devient la troisième force politique du continent. Si on y ajoute le score des souverainistes, les eurosceptiques qui gagnent quelques 50 sièges seront les plus représentés dans la nouvelle Assemblée. Autre enseignement, il faudra compter avec les libéraux et les écologistes qui progressent de manière notable. Ces deux sensibilités seront au centre de toutes les discussions et de toutes les futures alliances au sein du Parlement européen. Un Parlement européen bien élu, avec 52% de participation au niveau continental, du jamais vu depuis 20 ans. Alors bonjour Alexandre Poussard, vous êtes en duplex en direct de Bruxelles, donc au Parlement européen. Le jeu des alliances va commencer dès quand? Dès ce matin? Et oui, Cyril, dès cette semaine, puisque les résultats hier ont résonné comme un coup de tonnerre dans ce Parlement européen. C'est la fin de la majorité historique entre le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates. Et il va falloir nouer des alliances. Et une nouvelle majorité, une alliance logique se dessine aujourd'hui, celle avec le troisième groupe pour le moment de ce Parlement européen, le groupe des libéraux, qui va accueillir les nouveaux députés de la République En Marche. Ces députés libéraux représentent à peu près 13%, 14% du Parlement européen et ils vont se vendre cher pour peser dans cette future coalition du Parlement, droite, centre et gauche, et notamment pour récupérer des postes dans les institutions européennes. Et puis sur certains textes, on peut imaginer qu'une nouvelle coalition se dessine, une coalition plus écologique, plus centrée à gauche, avec ce groupe des libéraux, les sociaux-démocrates et puis le groupe vert qui a fait une très belle percée sur la scène européenne en récoltant à peu près 9% des sièges ici au Parlement européen, notamment grâce au score de Yannick Jadot en France. Alors pour l'instant, cette majorité un peu écologique, elle est encore fragile et elle devra notamment attirer les députés de la gauche radicale si elle veut exister. Et puis observons les eurodéputés nationalistes et eurosceptiques et on va voir un peu quelle stratégie ils vont adopter pour peser dans ce Parlement européen. On sait que pour l'instant, le groupe des nationalistes du Rassemblement national et des députés italiens
de Matteo Salvini, ce groupe ne fait qu'une 50aine de députés, mais il y a un vivier important et Matteo Salvini espère former un groupe d'une centaine de députés nationalistes, conservateurs. Il va aller draguer les conservateurs polonais et puis il a un rêve que les députés hongrois du parti du Premier ministre Viktor Orban quittent le Parti populaire européen pour venir le rejoindre. Alors pour l'instant, ce n'est pas fait. On sait que Viktor Orban a un problème avec les idées de Marine Le Pen et compte tenu de ces nouveaux résultats, Viktor Orban va peut-être devenir le nouvel ami de la droite européenne. Voilà, en direct de Bruxelles et en duplex. Alexandre Poussard pour Public Sénat, ce jeu des alliances qui va commencer. Hubert Coudurier, on peut dire quoi? Les écologistes, les Verts, on le vend en poupe tout de même. Alors, il y avait des écologistes un peu partout d'ailleurs. Mais là, on voit que ça monte. Vraiment, réellement, ça devient une force politique importante. La troisième en France, en tout cas. Oui, en France et en Europe. Et il y a un contexte aussi climatique. Les marches pour le climat, on fait beaucoup pour cela bien aussi. Sûr, et puis comme on le rappelait tout à l'heure, les élections européennes leur sont traditionnellement favorables. Yannick Jadot a fait une bonne campagne. C'est un homme qui parle clair, qui dit les choses simplement, qui est apparu un peu hors parti finalement, et hors des jeux politiciens du PS, de la République En Marche, pour récupérer l'écologie sans rien faire. Aujourd'hui, il y a une mobilisation de l'opinion, une forme de ras-le-bol à l'égard d'enjeux inquiétants pour l'avenir de la planète qui ne sont pas suffisamment pris en compte. Salvini, c'est quoi? C'est devenu un homme très influent en Europe. On a vu un grand hebdomadaire français d'information qui l'avait mis en une en disant un des hommes centraux de l'Europe aujourd'hui. Salvini, oui, c'est le chef des nationalistes, c'est le seul. Enfin, alors, il avait les Autrichiens qui étaient dans une coalition, mais enfin, lui, c'est le patron. Le vrai patron aujourd'hui, c'est pas M. Conte, c'est M. Salvini en Italie. Et là, avec cette élection, il vient, entre guillemets, de se débarrasser de son allié 5 étoiles, qui était quand même un peu farfelu. Voilà, plus ou moins farfelu. Donc là, Matteo Salvini, maintenant, il attend qu'une chose, c'est de faire des législatives pour pouvoir recomposer et mener une coalition de droite de la droite. Voilà, il a réussi son objectif, il est en tête, il va beaucoup s'agiter au Parlement européen, ça c'est clair. Après, attention, les résultats économiques en Italie, depuis qu'il est arrivé, c'est pas brillant non plus. Donc tout cela reste malgré tout fragile. Mais c'est vrai qu'on peut pas enlever ça. Ils ont gagné et au niveau européen, ils progressent. À l'Est, c'est un peu différent. Viktor Orban, en effet, je suis pas sûr qu'il rejoigne Marine Le Pen. En revanche, c'est quand même le triomphe pour ce qu'on appelle, alors, avec le nouveau mot de démocrature, mais Viktor Orban, son parti est au-dessus de 50%. Je veux dire, ça n'arrive nulle part ailleurs en Europe. Et en Pologne, il y a pourtant eu une coalition contre le PiS au pouvoir de M. Kaczynski. Eh bien, cette coalition n'a pas suffi. Ils sont en tête. Donc du coup, on a une Europe du Nord qui, oui, vire avec une forte tendance écologiste et malgré tout libérale. On a une Europe de l'Est où les partis autoritaires, populistes, souverainistes, appelons-les de tous ces mots, sont en tête. Et puis on a une Europe du Sud où ça reste plus classique. Alors, problème chez les Républicains, je rappelle le score de la liste menée par François-Xavier Bellamy, 8,48% des suffrages. C'est historiquement bas. Je crois qu'aucun score de ce type n'a été réalisé par les Républicains avant. Évidemment, hier soir, chez les Républicains, c'était la soupe à la grimace. Sandra Cerqueira et Cécile Cixous y étaient. Et la question qui se posait là-bas, dès hier soir, que se posaient certains militants, c'est Laurent Wauquiez va-t-il pouvoir rester? On regarde ce sujet, on en parle juste après avec Hubert Coudurier et Pascal Jalabert, mes invités ce matin. Au QG de campagne, les militants sont sous le choc. Les Républicains s'effondrent, tombés sous la barre des 10% des voix, le pire score de son histoire à des élections européennes. Et un coup très rude pour son président Laurent Wauquiez. Nous savons bien sûr, depuis 2017, que la reconstruction sera longue et exigeante pour retrouver le chemin de la confiance avec les Français. Une façon pour lui de dire qu'il n'entend pas quitter la tête du parti. Pourtant, la question de sa démission se pose. C'est lui qui avait imposé François-Xavier Bellamy comme tête de liste, malgré les réticences. C'est donc un revers pour Laurent Wauquiez. Je pense que M. Wauquiez a une part de responsabilité là-dedans. Et je pense que maintenant, il faut qu'il prenne ses responsabilités vis-à-vis des autres membres du parti, des militants. On a tous mené une très bonne campagne en tant que militants. Mais ensuite, oui, il y a beaucoup de personnes, on l'a ressenti sur le terrain, qui disaient qu'elles n'allaient pas voter les Républicains parce qu'elles n'aimaient pas Laurent Wauquiez.
Pour beaucoup, impossible de reconstruire sans revoir la stratégie en s'adressant à la composante plus centriste du parti, en vue des municipales. Certains avaient placé en 2017 leur espoir en La République En Marche, qu'aujourd'hui c'est des gens qui sont déçus, qui sont plus en marche, qui n'ont pas forcément été recaptés, et c'est un long travail, c'est un travail d'haleine, qui n'ont pas été recaptés peut-être par les Républicains ou par un autre parti de droite ou du centre, et qu'aujourd'hui il ne faut pas se baser juste sur le résultat d'aujourd'hui pour dire que notre famille politique ne sera plus jamais unie, mais c'est un travail de longue haleine et c'est pas un travail qui se fait en 3 ans pour moi. Les rares cadres du parti présents ont quitté les lieux sans commentaire. Laurent Wauquiez doit-il démissionner, monsieur Général ? En coulisses, les couteaux sont déjà sortis. Voilà, Hubert Coudurier en coulisses, les couteaux sont déjà sortis. C'est une habitude chez les Républicains. Impossible de reconstruire sans revoir la stratégie. Je pense qu'il y a quand même une faute initiale de Laurent Wauquiez, c'est de ne pas avoir voulu mettre les mains dans le cambouis, en tout cas s'exposer, parce que finalement il endosse de la même manière cet échec Bellamy. Il n'y a pas eu d'effet Bellamy sinon dans les médias, mais on ne construit pas non plus un destin politique comme ça en partant de rien. François-Xavier Bellamy, il était stagiaire à I24 il y a encore quelques semaines. Il n'a pas eu, si vous voulez, une pratique de la politique de terrain. Il y avait un petit côté lisse et bisounours qui finalement n'a pas imprimé. Puis il faut dire que les Républicains, ils sont pris dans un étau, qui est l'étau du nouveau monde d'Emmanuel Macron. Et ils n'arrivent pas à en sortir parce qu'ils sont profondément divisés entre eux, que les chefs qui finalement ont pris la tangente, que ce soit Xavier Bertrand, François Baroin, qu'il va falloir quand même récupérer d'une manière ou d'une autre, passent leur temps à dire du mal de Laurent Wauquiez et à dauber sur son insincérité. Alors, je ne suis pas certain qu'ils réussissent tout de même à l'éjecter de la présidence du parti. Parce que Laurent Wauquiez avait quand même prévu tout ça. Ouais. Hein, et il a tout verrouillé. Il a un plan B. Il a tout verrouillé. Ouais. Et donc, ça ne va pas être si facile de se débarrasser de Wauquiez. Oui, moi je retiens la phrase du député de l'Ain, Damien Abad. Nos salles étaient vice-président pleines, de LR. Vice-président de LR, nos salles étaient pleines et nos urnes sont vides. Voilà. Donc, pas mal ça. Oui, c'est une bonne formule. Et en effet, Laurent Wauquiez a quand même resserré le parti autour d'une base et il y a un effet miroir déformant de ce parti qui reste un parti de militants, mais qui peine à attirer sympathisants. Donc certains sont partis côté gauche vers, en gros, Alain Juppé, et ceux qui le soutenaient vers La République En Marche, et puis quand même quelques-uns côté... Alors, on apprend que Valérie Pécresse, sur RTL, ce matin, vient de dire, à la place de Laurent Wauquiez, je démissionnerai. C'est ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy quand il était arrivé derrière Charles Pasqua et Philippe Bilberier, avec 12%. Mais avec 12%, là, en dessous de 10%, ce n'est jamais arrivé. Donc oui, c'est quand même un revers. Alors Laurent Wauquiez, il voulait pas quand même que Bellamy fasse un score trop haut pour pas qu'on parle trop d'effet Bellamy, mais surtout il fallait pas qu'il fasse un score trop bas. Et ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé, parce que là, 8,5%, c'est quand même... c'est le tiers du Rassemblement national. Voilà, c'est le tiers du Rassemblement national. Et puis c'est même pas la moitié de François Fillon, qui pourtant traînait une belle batterie derrière lui il y a 2 ans. Donc du coup, comment reconstruire avec ça Hubert Couillard, qui va-t-on voir ressurgir ou surgir? Vous savez, les affrontements chez les Républicains, les journalistes sont habitués à arpenter la rue de Vaugirard en attendant de voir quelle est la fumée blanche qui va sortir. Rappelez-vous... la rue de Vaugirard, c'est le siège des Républicains. Rappelez-vous les affrontements nocturnes entre Fillon et Copé pour la présidence du parti, ensuite tous les aléas de la campagne de François Fillon. Donc on ne peut pas exactement... présumer de ce qui va se passer, des alliances tactiques des uns des autres. On parle beaucoup de Gérard Larcher. Bon, on parle toujours de Gérard Larcher quand il faut apporter un minimum de consensus. C'est vrai qu'il n'a pas réussi à fédérer Laurent Wauquiez. Il a une image insincère, à tort ou à raison, parce qu'en politique, je veux dire, Chirac a eu à un moment donné cette image, il a réussi à s'en défaire. Et Laurent Wauquiez, finalement, il a été aussi un peu plombé par Nicolas Sarkozy, qui a ironisé sur le fait qu'il n'était pas capable de monter comme lui en première ligne. Et qui ne s'est pas prononcé officiellement pour soutenir François-Xavier Bellamy. Ben non, bon, il a quelques raisons de l'en vouloir depuis la vidéo, mais... La vidéo tournée à Lyon, chez vous, à l'école de commerce. À l'école de commerce. Voilà, il a cette vidéo tournée à l'école de commerce où quand même il dit pas... Enfin, il dit le contraire de ce qu'il dit. Il y a eu l'épisode du Gilet jaune qui quand même, où Laurent Wauquiez
qui ait dit non, j'en ai jamais mis, sauf que sur la photo, il l'avait, voilà. Ça, c'est pas très bien. Enfin, en politique, c'est pas génial. Mais surtout, il a rétréci la base. Il a rétréci la base de l'électorat, pas la base militante, qui est derrière lui, ça, il n'y a pas de problème, il reste très populaire. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas imputer tout à Laurent Wauquiez. Non. Il y a la droite qui a déçu depuis, je dirais, au moins une décennie, à force de promesses non tenues. C'est aussi, il paye l'échec de ses prédécesseurs. Oui, merci beaucoup, Hubert Coudurier. Vous dirigez l'information du Télégramme, vous êtes président de TBO et TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Merci Pascal Jalabert du groupe EBRA. On va regarder ensemble, messieurs, la revue des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Alors on démarre avec la surprise de Jadot, c'est la une de Libération Champagne, Savea. C'est effectivement une surprise, un score de 13,47% pour le leader d'Europe Écologie Les Verts. Avec 13,4%, la liste menée par Yannick Jadot crée la surprise. Elle devance largement les autres forces de gauche. Au niveau national, pour Europe Écologie Les Verts, ce n'est certes pas le record de 2009, quand Europe Écologie, tout juste créée par Daniel Cohn-Bendit, avait talonné le PS à plus de 16%. Mais pour Yannick Jadot, la réussite est majeure. Au-delà du très bon score, le deuxième, le plus élevé pour ces européennes, le double de 2014, le parti dirigé par David Cormand s'affirme comme la première formation politique de gauche. Et puis votre journal, Hubert Coudurier, le Télégramme à la une, c'est la nouvelle donne avec le score des 4 principaux leaders. Le Rassemblement national arrive donc en tête avec 23,3% côté majorité. Malgré l'engagement d'Emmanuel Macron dans la campagne, la liste En Marche portée par Nathalie Loiseau finit deuxième avec 22,4%. Un score honorable selon l'Élysée qui exclut tout changement de cap. Mais la surprise du scrutin, ce sont donc les Verts, Yannick Jadot, qui veut maintenant construire une alternative forte face au Rassemblement national. Et puis enfin, ce scrutin confirme l'effondrement des partis traditionnels. La droite républicaine et la gauche socialiste, les Républicains, emmenés par François-Xavier Bellamy, recueillent 8,4%. C'est le pire score de l'histoire de la droite. À la une de Ouest France, c'est le Rassemblement national qui confirme et la République En Marche qui résiste. Forte participation, match en tête pour les deux leaders, poussée historique des Verts, effondrement des LR. PS et France insoumise au coude à coude. Ouest France vous propose un panorama complet du scrutin d'hier, à lire également l'éditorial de Laurent Marchand, qui revient sur les très bons scores des Verts au niveau européen. Une autre Europe plus verte. Voilà l'une de la Marseillaise, Macron la claque. Emmanuel Macron prend une claque ce soir de la part des Français, estime le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu. En tout cas, le président perd son pari, le pari d'être un rempart contre l'extrême droite. Il y a bien sûr la surprise écolo. Mais globalement, la gauche perd une dure leçon. L'extrême droite de Marine Le Pen remporte le duel phare des européennes face au parti du président, symbole de la poussée eurosceptique attendue lors de ces élections, par ailleurs marquée par une participation en forte hausse. Et vous parlez de Sébastien Chenu, le porte-parole du Rassemblement national. Il sera notre invité dans quelques minutes en direct sur ce plateau Saveria. Et puis à la une de Nord Littoral, le Rassemblement national qui dépasse les 40% à Calais, dans le Nord. Le Rassemblement national qui frôle la barre du demi-million d'électeurs dans le Nord-Pas-de-Calais, avec 29,52 dans le Nord et 38,07 dans le Pas-de-Calais. La liste RN emmenée par Jordan Bardella se situe à un niveau relativement haut dans la région. Cette liste fait mieux que Marine Le Pen en 2017 au premier tour de la présidentielle, mais elle recule légèrement par rapport aux européennes de 2014. Le Rassemblement national qui consolide sa présence dans l'Oise, dans le Cambrésis et en Flandre. L'extrême droite arrive en tête à Dunkerque, à Denain, à Maubeuge, à Roubaix ou encore à Tourcoing. Voilà, dans un instant, on passe à Territoire d'Info avec deux invités aujourd'hui. Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement national, je le disais, et Aurore Berger, elle qui est porte-parole de La République En Marche. On les retrouve tout à l'heure. Tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. On se retrouve juste après, à tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires.